Bienvenue et merci d'être là en direct sur LN24 pour une émission 100% de chez nous, 100% avec vous. Tous les jours, on va revisiter votre actu, le tour du pays et le reste. Avec évidemment ce soir, comme tous les soirs, une grande affaire qui nous emmènera dans nos cours de récré. Nos cours de récré où on parle de cure de désintox à imposer à nos jeunes. Vous savez que depuis une semaine, ils sont privés de téléphone portable. Oui, mais toujours aussi accros. Alors faut-il les envoyer en cure chez des médecins spécialisés? On posera la question très sérieusement ce soir. Il y a des visages à la une, des visages du jour, ce sont ceux de Jean-Luc Ruc qui a pris l'avion, oui mais pour aller parler du train, de Georges-Louis Boucher qui propose aux militaires de faire leur retour dans les rues, et puis d'un commissaire d'une zone de police qui dit que le cannabis désormais, on s'en fout, laissez passer, il n'y a rien à voir. Nous irons aussi ce soir en direct du côté de Liège avec Liam, notre envoyé spécial qui nous attend dans les rues, là où des commerçants demandent à la police et au bourgmestre plus de sécurité. On verra ce qui se cache derrière ça et surtout qui se cache derrière ça. Et puis c'est un homme qu'on a connu évidemment à la Star Academy. Professeur pendant 2 saisons, Pierre de Brouwer devient peut-être votre prof à vous. Il quitte la Star Academy pour s'intéresser à vous, à votre théâtre. Il nous parlera de cette nouvelle expérience qui se joue dans le Brabant wallon, mais pas que. Voilà pour une partie du programme du jour avec des experts de choix et de tout premier plan. D'abord, Fabrizio Buccella, le seul professeur de Belgique à faire le tour de tous les plateaux télé. Il est aussi chez nous. Il y aura Carole Teruzzi, que vous avez connue sous d'autres cieux. Elle est ici aussi de la partie et elle vous dira pourquoi elle a fait ce choix dans un instant. Il y a Antonin Marsac, le spécialiste économie, mais pas que. Et puis Carole Zanin, qui sait parler de tout et pas seulement du ciel. Bienvenue dans 100% Belge. C'est pour rire, gamin! Je viens de me faire carjacker. Quelle clette ce pays. Je vends des cornichons. Je l'ai dit, bordel! Je l'ai dit! Enlève la chaise à papy, tout de suite! Allons enfants de la patrie. Je pense que j'ai plus été aussi stressé depuis mon premier jour d'humanité. Je sais pas vous comment ça va, mais moi le trouillomètre là, il est sur 100. C'est la rentrée. Il est sur 100. C'est la rentrée. Heureusement, je dois vous dire un truc, si on vous a choisi, c'est aussi en raison de votre capacité à meubler. Si on a un petit problème de conduite à un moment donné, on sait, Carole, vous qui avez fait des petits matins depuis des années et des années, que vous pouvez nous sortir une anecdote à n'importe quel moment. Tout à fait, effectivement, j'ai été traînée à ça, j'ai été entraînée à ça, donc pendant plus de 2 ans, 2 ans et demi, on va continuer de faire ça ensemble et on va s'amuser, on va découvrir, on va parler d'actualité aussi. Vous inquiétez pas, si on manque un petit peu d'énergie à un moment donné, elle sera là, et plus avec sa morning routine, cette fois, c'est avec la routine du soir. Autour de la table, il y a aussi un homme qui peut nous improviser un cours d'économie à n'importe quel moment. Antonin Marsac, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. On a un trou dans la conduite, c'est pas grave. Il vous fait un théorème comme ça en 2 temps 3 mouvements. On va rester quand même un peu plus funky. Hein. Ouais, écoutez, vous êtes là aussi pour remettre du sérieux de temps en temps dans cette émission. Et puis, si là encore, on a un petit problème de conduite, elle nous fera un bulletin météo à n'importe quel moment. Bonsoir, Carole Zanin. Bonsoir Thibaut, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. On vous a croisé sur des tas d'antennes, y compris sur celle de TV5 Monde. Vous êtes là pour nous parler de la Belgique aussi, et on va quitter peut-être le ciel pour la terre cette fois. Clairement, oui, on va aborder pas mal de sujets d'actu. Bref, tout ce qui vous intéresse. Tout ce qui vous intéresse aussi chez vous à la maison. Et puis, si vous avez besoin d'un petit cours de sciences, n'hésitez pas. Il est disponible à n'importe quel moment, et c'est même pas payant, la preuve. Voici une question qui a fait couler beaucoup d'encre, tellement d'encre que j'en ai perdu tous mes cheveux. Il s'agit du fameux problème de l'avion sur un tapis roulant. Rappel du problème. Nous avons un tapis roulant. Sur ce tapis roulant est posé un avion. Est-ce que l'avion va décoller ? C'est vrai qu'on s'est tous posé un jour cette question dans notre vie, hein, professeur. Heureusement que vous êtes là pour y répondre. Mais en fait, c'est une question qui encore aujourd'hui, il y a du débat. Hein. Je reçois encore aujourd'hui des dizaines de messages par jour en disant « Mais non, ce que vous avez dit comme solution, c'est pas la bonne. » Alors, avant de rentrer au cœur de l'actu, professeur, j'ai un nouveau problème scientifique à vous soumettre ce soir. Nous sommes du côté de la province d'Arlon. Et regardez ça, un mystère. Une classe dans une école où il y a plus de jumeaux que d'élèves qui ne sont pas jumeaux. Ils sont 11 dans cette classe. Et figurez-vous qu'il y a 3 paires de jumeaux monozygotes que le directeur de l'école, Jérôme Derue, a rajouté. Et ça va encore s'amplifier parce qu'en maternelle, figurez-vous qu'on a des jumeaux qui vont bientôt rejoindre la classe supérieure. Il y aura 4 paires de jumeaux. Est-ce que la science a une explication à ça ? Mais en tout cas, ce que la science sait, c'est que si vous, quand les personnes ont des enfants un peu plus tard, eh bien la probabilité d'avoir des jumeaux est plus grande. Donc c'est possible que vu l'évolution de la société, les familles ont des enfants un peu plus tard, et donc on a plus de jumeaux qui apparaissent. Donc ça veut dire que du côté de Torniche, en province du Luxembourg, apparemment, on s'y met un peu tard, on profite de la vie avant. N'hésitez pas si vous voulez témoigner, le professeur, vous l'avez vu, a réponse à tout. Il est temps de voir ceux qui font la Belgique ce soir, et c'est peut-être votre visage qui va s'afficher.
La Belgique, c'est vous. La Belgique, c'est surtout eux. Je me tourne un petit peu pour vous montrer les 3 visages qui vont nous occuper ce soir. Il y a d'abord Santo, cet homme qui a été victime d'un contrôle de l'AFSCA, qui l'estime immérité. Il y a cette échevine du côté de Binge qui a été perquisitionnée. On a trouvé des armes chez elle. On vous dira tout ce qu'il faut savoir sur ce dossier. Et puis le 3e visage, c'est celui de Stromae. Stromae qui, figurez-vous, a connu une année 2024 assez calme et qui pourtant a fait encore des millions et des millions de bénéfices. Je voudrais qu'on démarre, professeur, et ça s'adresse une nouvelle fois à vous ce soir, avec Santo. Santo, c'est lui. Il a une épicerie qui cartonne du côté de Saint-Gilles. Et figurez-vous qu'il a été victime d'un contrôle de l'AFSCA auquel il ne s'attendait pas. Il l'a dit à nos confrères de Sudinfo. Donc j'ai été victime d'une dénonciation à l'AFSCA qui est toute légitime, mais qui aurait pu être évitée avec une simple discussion avec le client ou alors même anonymement sur Facebook ou sur Google. J'ai omis de mettre une étiquette dans la langue nationale. Ça arrive, on ne peut pas toujours tout être parfait dans tout. Un contrôle qui lui est tombé dessus comme ça, et le pire, c'est que lors de ce contrôle, Fabrizio, eh bien, tout était nickel. Il le dit, le reste du rapport était nickel, elle a regardé partout, sol, plafond, électricité, frigo, eau chaude. Au final, cette histoire m'a servi d'avertissement, je vais changer mon fusil d'épaule, ça me décourage d'aller de l'avant. Question, ce contrôle de l'AFSCA, il vient suite à une dénonciation. Qu'est-ce qu'il va devoir payer dans cette aventure? Est-ce qu'on sait si ça va lui coûter cher? Alors non, de ce que j'ai trouvé comme information, la première fois que l'AFSCA vous sanctionne, c'est entre guillemets... pour du beurre. C'est pour du beurre, c'est une sorte d'avertissement. Mais après, ça peut aller très très cher. Hein, ça peut aller jusqu'à 24 000 € d'amende si c'est répété. Mais un seul contrôle, non, a priori, il n'y aura pas de sanction financière. Il ne doit pas non plus payer le contrôle de l'AFSCA lui-même. Hein. Parce que c'était la rumeur qui circulait aujourd'hui un peu partout en disant, quand vous êtes victime d'une dénonciation, c'est vous qui payez le contrôle, même si le contrôle est négatif. Non, l'AFSCA est payé par l'argent de tout le monde, par la collectivité. C'est un service public et donc il ne doit absolument pas payer son propre contrôle. Là, quand même. Ça pose quand même une vraie question, Carole. Vous êtes dénoncé par un client qui aurait pu venir simplement vous adresser la parole en disant « Pourquoi mon étiquette elle n'est pas en français, en néerlandais ?» C'est quoi le problème aujourd'hui? On n'ose plus parler aux commerçants, on a peur? Je pense que ça dépend. Je pense qu'il y a des personnes qui osent aller vers et dire « Ouais, j'ai un problème avec votre établissement » ou vous faites trop de bruit pour prendre un établissement comme cela. Mais ici, je vois pas. Peut-être que Santos s'est fait des ennemis sans même le savoir et même lui découvre ça. Donc voilà, c'est un peu la surprise pour tout le monde. Je vois Antonin, un spécialiste économique, qui se dit, si ça se trouve, c'est l'épicier d'à côté et qui a envoyé une petite dénonciation. Il y a beaucoup de restaurateurs qui me disent ça à l'époque où j'étais dans la restauration, où parfois c'est des concurrents. Alors souvent c'est ce qu'ils estiment, ils estiment être victimes justement de dénonciations injustes. Ça fait perdre du temps à tout le monde. Les contrôleurs parfois s'en rendent compte apparemment quand c'est des dénonciations un peu bizarres. Mais bon voilà, c'est peut-être ça, une cliente anonyme. Carole, habituée de toutes les bonnes tables dans la province de Liège, les dénonciations, vous les faites ou pas, vous? Non, pas du tout. Je ne dénonce personne, mais par contre, ce que je fais, c'est que lorsque je suis au restaurant et que j'exige un plat chaud et qu'il n'est pas chaud, comme un fondant au chocolat qui est mon orgasme culinaire que tout le monde sait, et lorsqu'il n'est pas fondant, eh bien, je le renvoie en cuisine. Ça, c'est vrai que je suis assez exigeante. J'ai l'impression que c'est déjà un message pour nous, Fafa, le fondant au chocolat. Notez-le, si un jour on doit inviter Carole au restaurant, nous voilà prévenus. Voilà. Je vous propose, pour venger Santo, qui a quand même été victime de ce contrôle, que nous faisions une modeste publicité pour son établissement. Il s'agit de Terronet Gastronomia. Il est situé à Saint-Gilles. Vous voyez qu'il est particulièrement bien achalandé. Et si vous allez sur place, parlez-lui s'il y a un problème. Pas besoin d'aller déposer plainte du côté de l'AFSCA. Je voudrais qu'on s'intéresse à un deuxième visage aussi ce soir. Ce visage, c'est celui de Larissa Davoine. Vous ne la connaissez peut-être pas. Elle est échevine du côté de Binge. Elle est même la deuxième échevine. Et voilà ce qu'on a découvert dans la presse aujourd'hui. On a découvert des armes chez elle. Alors, elle était en vacances. L'histoire est un peu compliquée. C'est son fils qui s'est disputé avec sa copine. Du coup, ça a fait du grabuge et les policiers sont venus perquisitionner. Il faut savoir qu'on parle quand même de quelqu'un qui était deuxième sur la liste PS du côté de Binge. C'est pas n'importe quoi. Et voilà ce que les policiers ont découvert. On l'apprend aussi dans les colonnes de Sudinfo. Les policiers ont mis la main sur plusieurs armes. Selon nos informations, 3 carabines ainsi qu'un sabre ont été découverts dans une chambre de l'habitation. Carole, c'est pour vous ça? Elle va nous dire sans doute, même si elle a refusé de réagir pour l'instant via la presse, c'est des
des vieux brols. Mon mari est un petit peu collectionneur et évidemment qu'on ne les utilise plus. On est quand même obligé de déclarer tout ça? Eh bien, monsieur étant collectionneur ou pas, peut-être. Effectivement, la règle, elle est simple, Thibault. C'est vous avez des armes, vous possédez des armes à la maison, que ce soit des vieux brols ou une arme récente, eh bien, vous devez déclarer cette arme. Avant 2006, mais certaines armes étaient autorisées sans être déclarées. Mais depuis la loi de 2006, qui, je le rappelle quand même, va bientôt dater de 20 ans, quand même, eh bien, vous êtes obligé de déclarer toutes les armes. Et pour cela, eh bien, vous avez l'autorisation du gouverneur. Et pour avoir cette autorisation, vous allez du côté de la police locale. J'ai un peu peur parce que j'ai vu Fabrizio regarder ses chaussures pendant ce temps-là en disant voilà, moi j'ai des armes scientifiques à la maison, je sais pas si ça compte. Oui, c'est ça, j'ai des machines scientifiques à la maison qui font des éclairs de 1 mètre, donc c'est techniquement une arme, vous pouvez tuer quelqu'un avec cette chose. Les avez-vous déclaré? Mais c'est pas une arme, c'est une bobine de Rumkorff, c'est une machine scientifique, je suppose que je dois pas déclarer mes bobines, quand même, mes vieilles bobines. Alors en tout cas, au niveau scientifique, excusez-moi Thibault, je n'ai pas lu d'informations, j'ai vraiment lu au niveau des armes qu'on parle effectivement comme des carabines, comme des sabres, vous allez du côté de la police. Je propose que vous vous rendiez à la police immédiatement après cette émission, Fabrizio, histoire de tirer tout ça au clair. Et la bonne nouvelle, c'est que comme vous revenez régulièrement dans cette émission, et déjà jeudi, on saura si vous avez été directement gardé au cachot ou si vous vous a libéré, sous caution bien évidemment. Voilà pour un visage qui nous a interpellés. Autre visage dans l'actualité, c'est celui de Stromae. Stromae qui, vous le savez, a fait son retour il y a quelques jours avec un nouveau titre en collaboration avec un DJ qu'on connaissait pas forcément tous. En tout cas, les plus boomers d'entre nous, c'est-à-dire moi, ne le connaissaient pas. Il s'appelle Paul Kalkbrenner et ça cartonne déjà. Un peu comme un fou, je l'aime. Soit trop belle ou pas assez, oui, mais je m'en fous, je l'aime. Telle ou telle a dit ceci, ouais, mais je m'en fous, je l'aime. Qu'elle soit belge, américaine, qu'elle soit roumaine, même si notre amour gêne. Un peu comme un fou, je l'aime. Antonin, on me dit justement, Régie, c'est précisément les boomers qui doivent le connaître parce que c'est un vieux DJ. Vous le connaissiez, vous? Vous avez lu dans mes pensées parce que oui, c'est un ancien quand même, Paul. C'est un DJ allemand, je pense, non? Ouais. J'étais tout fier de le connaître. C'est vrai? C'est le seul que je connais. Pourtant, il est actif depuis plusieurs décennies. Je sais si vous n'êtes plus sorti depuis longtemps. Hein. D'ailleurs, rappelez-nous de vous sortir un petit peu après l'autre émission qu'on vous fasse découvrir la vie nocturne bruxelloise et pas seulement bruxelloise d'ailleurs. Bon, Stromae qui n'a pas été super actif en 2024 et en 2025 et pourtant, figurez-vous qu'on apprend dans Sud Info qu'il a très bien gagné sa vie au cours de l'année 2024. Il a gagné, et je vous donne les chiffres, 4,7 millions d'euros après impôt. C'est étonnant, dit Thierry Debels, qui s'est penché sur ces chiffres. Je lui tire mon chapeau parce que sa tirelire approche les 10 millions d'euros. Alors, on ne sait pas très bien ce qu'il veut dire par tirelire. Est-ce que c'est l'argent qu'il a en cash sur son compte ou pas? C'est une autre histoire. Carole, vous qui êtes l'ami des stars et du show business, comment est-ce qu'on explique que Stromae a réussi à faire 4,7 millions de bénéfices alors qu'il n'a pas sorti d'album et qu'il n'a pas fait de concert en 2024? Alors c'est vrai que ça peut poser pas mal de questions. J'ai une petite piste de réponse. C'est vrai que c'est un artiste au nombreux talents, ça c'est clair. Mais c'est aussi un homme d'affaires qui investit dans de nombreuses sociétés, comme Mozart d'ailleurs, qui est son label. Mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres sociétés qui lui ont rapporté en 2023 plus de 7 millions d'euros. Il gère bien ses affaires et en famille avec son épouse qu'on voit très régulièrement dans la presse écrite et notamment son frère. Et il gère en famille ses investissements, ses propres productions et donc ce qui lui laisse une grande marge évidemment bénéficiaire. Il diversifie ses activités. Il investit dans la mode avec sa collection éco-responsable. On connaît Stromae, son look un peu excentrique. Oh, voilà. On a déjà fait plus excentrique que ça. Honnêtement, l'impression de travailler aux pompes funèbres, moi, ce soir. Mais je vous donnerai évidemment toutes les infos hors antenne, mon cher Thibault, si vous voulez changer de style. C'est également un artiste complet. Je vous rappelle qu'il est chanteur, compositeur, interprète et il touche des royalties, évidemment. C'est évidemment un roi belge des plateformes sur Spotify. Rien que pour vous donner des chiffres, ils sont plus de 15 millions d'auditeurs par mois. Et sur sa chaîne YouTube, plus de 7 millions de followers, à peine 2 petits millions sur Instagram, mais je pense qu'il n'en a pas besoin. Alors que ce soit clair, Thibault, pour ne pas citer le titre de son nouveau single, riche ou pas, nous on a hâte de le revoir sur scène et de l'applaudir chaleureusement. Est-ce qu'on peut demander à la Libre Écho de nous faire un dossier pour ce week-end, pour savoir d'où sortent les 4,7 millions après impôt ou pas? C'est jouable ça, Antonin? Mais c'est vrai que sur le streaming c'est intéressant parce que souvent les artistes se plaignent que ça rapporte pas assez, les petits artistes, mais en fait les gros qui fonctionnent
très bien, c'est eux qui tirent un peu leur épingle du jeu. Et donc, ce ne serait pas étonnant que Stromae, justement, tire son épingle du jeu du streaming sur Spotify et autres plateformes. Si le professeur Bouchella prenait la même somme à chaque vidéo sur ses réseaux sociaux, parce que vous aussi, vous faites des millions sur vos réseaux sociaux de vues. Oui, mais je fais schnoll broquette en retour sur investissement. Hein. Non, il n'y a pas 4,7 millions après bénéfice chez ça, vous. je peux vous assurer que c'est le zéro absolu. Hein. On va vous mettre en contact avec Mozart. Hein, oui, je vais discuter avec Antonin. Ils ont 2-3 conseils à vous donner. Voilà pour les nouvelles. Et Stromae, c'est évidemment sans aucune jalousie. Plus le succès est grand du côté de chez vous, plus on sera heureux, évidemment. Il est temps de continuer à parler de l'actu des Belges et de faire le tour du pays. Avec 3 escales qu'on va faire ce soir, 3 escales qui sont toutes liées à la rentrée scolaire. On va s'arrêter du côté de Suxy, nous sommes en province du Luxembourg, à Froidmont dans le Hainaut, et du côté de Liège. Quand je vous parle de 3 affaires liées à la rentrée scolaire, c'est parce que certaines écoles paniquent et certains élèves aussi. D'abord, premier arrêt, du côté de Suxy. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un petit coin de la province de Luxembourg où on est davantage sur des grandes étendues à perdre de vue. Il y a 377 habitants. Figurez-vous que là-bas, on a quand même une petite école qui se pose des questions pour la suite. Pourquoi ? Parce qu'il manque un élève pour assurer la pérennité de la classe. Alors, l'échevine de l'enseignement est sortie dans la presse et voilà ce qu'elle déclare. Il y a des pistes prometteuses. Nous sommes toujours à ce jour à la recherche d'un enfant de 2,5 à 5 ans pour compléter la classe, qui compte actuellement 4 enfants. Il en faudrait absolument 5. Et puis, autre message de l'échevine, Lisiane Malage, qui dit « Plusieurs rentrées d'enfants sont prévues dans le courant de l'année, mais là, c'est trop tard pour le comptage d'octobre. » Carole, ça nous interpelle cette histoire. Quand on a l'assurance que des élèves vont arriver un peu plus tard dans l'année, alors c'est pas pour le mois de septembre, pas non plus pour le début du mois d'octobre, ça peut pas compter malgré tout ? Et non, ça ne compte pas. La loi, c'est la loi. Pour qu'une école fonctionne, en tout cas, les normes sont différentes d'une commune à l'autre, d'un village à l'autre. Ça dépend du nombre d'habitants, ça dépend de plein de conditions. En fait, il faut remplir plein de conditions. Mais ici, à Sucy, petit village, vous l'avez dit, de la commune de Chigny, à peine 400 habitants. Ils sont un peu victimes du taux de natalité qui n'arrête pas évidemment de baisser. Ils sont à 4 inscriptions, une 5e inscription est en cours et une école fonctionne à 80%, c'est-à-dire il faut 6 élèves. Il leur manque un élève et là du coup ils font plein de pubs sur les réseaux sociaux, ils ont fait du tout de boîte en juin. Si ils ne remplissent pas cette condition, l'école sera malheureusement fermée. Sera fini avec la date butoir du 1er octobre. On espère trouver un enfant d'ici le 1er octobre, comme quoi les jumeaux ça peut quand même aider un professeur. Oui. On aurait des jumeaux, c'était réglé là-bas. Hein. Évidemment. En province du Luxembourg. Pourtant, on vous a appris à faire des jumeaux tout à l'heure. Allez-y, n'hésitez pas. Autre escale et on va du côté de Froidmont cette fois, toujours pour un problème similaire. Froidmont, on est dans le Hainaut. Là, il n'y a pas eu de campagne de communication pour le coup, et pourtant, on a le même problème, même combat. Regardez cet article. Là aussi, pour que l'école puisse se maintenir, on cherche un élève. C'était déjà le même problème l'année dernière, mais cette fois, et c'est l'élément qui nous interpelle ce soir, Carole, pas de campagne de communication de grande ampleur sur les réseaux sociaux, pas d'articles dans les journaux comme en 2024. Je vais vous montrer le visage de l'échevine. Natacha Duroisin, elle a fait, semble-t-il, le choix de ne pas communiquer. Pourquoi ça ? Bien, effectivement, c'est le choix de l'échevine, du directeur aussi de l'école, mais aussi du pouvoir organisateur. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont peur, comme c'est arrivé l'année dernière, ils ont peur qu'en fait cette surcommunication stresse les parents qui souhaitent venir s'inscrire, de se dire « Oui, mais qu'est-ce que je fais ? Moi, je vais aller inscrire mon enfant dans une école qui, déjà l'année dernière, ça n'allait pas, et qu'est-ce qu'il en est de l'année prochaine ?» Donc, ils ont peur. Et donc, en d'autres termes, ils craignent en fait de trop communiquer, de trop mettre de pression, de négativité sur cette école. Et donc, plutôt que de faire ça, ils ont décidé de ne pas faire trop de communication. Ils en font un petit peu. J'ai eu le directeur de l'école tout à l'heure qui vraiment a appuyé ce que l'échevine nous a dit, donc Natacha Duroisin, de dire OK, on ne fait pas trop de communication, on en fait un peu, mais on ne veut pas mettre ni de pression sur le corps professoral, ni sur les élèves et ni sur ses parents qui peut-être seraient attirés par cette école. C'est intéressant parce qu'on a le même problème dans 2 provinces différentes, mais 2 stratégies de communication complètement opposées. Et puis on va partir ce soir du côté de Liège. Liège, où là encore on parle beaucoup d'écoles en ce moment, mais pour un tout autre problème, là, on ne cherche pas des élèves, au contraire, on cherche à les recaser. Regardez cet article sur lequel on est tombé. Il y a 9 élèves qui ont réussi
mais par erreur. En fait, on leur a annoncé qu'ils avaient réussi. Lisez ce propos, ils étaient 31 à passer en seconde session. 9 n'ont malheureusement pas obtenu les résultats nécessaires pour accéder à l'année supérieure et n'auraient dès lors pas dû recevoir le courrier les informant de leur réussite au CE1D. Est-ce que, professeur Fafa, on ne peut pas dire à partir du moment où j'ai reçu le courrier disant que j'ai réussi, bah, c'est vous qui vous êtes trompé, moi je passe. Et non. Non. Ah, si vous recevez un courrier de la loterie nationale pour vous dire que vous avez gagné à l'euro million et Ça que marche c'est une pas. erreur, vous êtes pas millionnaire. Ah zut Donc oui, non, c'est une erreur administrative, comme on dit, et puis son chocolat bleu pâle, excusez-moi l'expression, mais il faudra qu'il réussisse selon les règles. Oui. Ce courrier ne fait pas force de loi, malheureusement. Tout à fait. On ne peut pas dire, du coup, moi, j'ai réussi, mais débrouillez-vous, vous faites une erreur administrative, moi, c'est pas mon problème. Non, parce que l'erreur administrative peut être corrigée. Ici, en droit, enfin, j'ai consulté un juriste, parce que je ne m'y connais pas, mais enfin, moi je suis physicien. Ah, donc vous avez vraiment travaillé sur cette émission, c'est pas une légende. Mais vraiment, regardez. Incroyable. Ça me flatte. Hein. Non, mais vous avez mis la pression depuis ce matin. Mais donc voilà, c'est une erreur matérielle et cette erreur matérielle est corrigée. Donc entre guillemets, c'est dommage parce qu'il y a eu une sorte d'ascenseur émotionnel. Mais ça, on ne sait pas revenir là. Mais société, c'est normal. On vit dans une société, on peut encore de temps en temps commettre des erreurs et c'est encore permis de faire une erreur pour autant qu'on la reconnaisse et qu'on fasse marche arrière. J'imagine déjà le resto en famille avec les parents. Bravo, t'as réussi. On peut faire péter la bouteille. T'as droit au fondant au chocolat avec Carole en dessert en plus. Eh ben non, Bardaf. Le fondant. Il faut redescendre. Il y a Carole en dessert, j'ai entendu Thibaut, j'ai entendu. Non, je parlais juste du fondant au chocolat. Juste Antonin, ça arrive régulièrement ce genre d'histoire? Alors des chiffres justement sur ce genre de bévue, non. Je ne sais pas si j'en ai en fait. Il n'y a pas spécialement de chiffres parce que c'est difficile à monitorer. Mais effectivement, ce qu'il faut qu'on savoir, c'est que c'est le PV du jury qui est le plus important. Oui, parce que forcément, si on envoie un courrier, il peut y avoir des fraudes. Un courrier papier, là, il s'agit d'un email. Mais si on envoie un courrier, n'importe qui peut changer ce courrier, en tout cas trafiquer ce courrier. Pareil pour un email. Donc la seule chose qui est valable, c'est le PV du jury. Donc malheureusement pour ces 9 étudiants, pas de bol, ascenseur émotionnel comme vous l'avez dit. C'est la délibération du conseil de classe dans le PV. Et le courriel, c'est entre guillemets une sorte d'information. Mais ça vaut comme se dire bonjour, au revoir. Quoi. Ouais. Chassons cette mauvaise histoire liégeoise. Mais on va rester du côté de Liège où nous attend Liam ce soir, notre envoyé spécial. Bonsoir Liam, merci d'être là en direct pour nous et pour 100% Belge et pour cette première. Où est-ce que vous êtes exactement dans les rues de Liège ce soir ? Bonsoir Thibaut, bonsoir à tous. Ce soir, je me trouve, vous le voyez peut-être derrière moi, sur la place Saint-Lambert à Liège, dans le centre-ville en plein cœur. Alors, on ne dirait pas pour le moment, mais les rues sont assez calmes. Les magasins sont tout doucement en train de fermer, mais les commerçants ici à Liège, ils tirent la sonnette d'alarme concernant l'insécurité dans le centre-ville. Depuis plusieurs mois, ils ont observé une augmentation de l'indélinquance au centre-ville. Chaque jour, ils se disent témoins de faits graves. On parle ici de narcotrafic ou d'agression et tout cela devant même leur vitrine. Alors forcément, ils s'inquiètent et ils ont donc lancé une pétition en ligne qui a été partagée massivement sur les réseaux sociaux par ces commerçants et par ces citoyens. Au moment où je vous parle, Thibaut, la pétition a recueilli plus de 800 signataires. Alors la problématique, elle provoque non seulement de l'insécurité, mais elle provoque chez les commerçants des conséquences directes sur leur commerce. Je vous propose donc justement d'écouter 2 commerçants que j'ai pu rencontrer cet après-midi dans le centre-ville de Liège. Et on les entendra tout à l'heure, les commerçants, parce qu'effectivement, ils sont en train de réagir, de se mobiliser. Et puis, on vous convoquera dans la foulée, Liam, avec une mission très particulière, parce qu'on aimerait, évidemment, avoir des réponses du politique. Mais tout ça, c'est pour tout à l'heure. Avant ça, place à vos questions. C'est l'heure des SOS Experts. Des tas de questions que vous vous posez au sujet de l'actualité. Et je voudrais qu'on démarre, Antonin, avec une première interrogation qui nous a surprise. J'ai vu dans la presse que des voitures américaines allaient débarquer chez nous suite à l'accord sur les droits de douane. C'est quoi cette histoire? Alors l'accord sur les droits de douane, on sait que Donald Trump a vu Ursula von der Leyen à l'autre bout du monde et qu'ils se sont mis d'accord, sauf que ça va nous impacter. Et l'ADH a l'air de nous dire qu'effectivement, on va avoir plus de voitures américaines dans nos rues. Pourquoi ? Eh bien parce que dans ces accords droits de douane, où personnellement c'est un avis tout à fait qui me concerne que moi, on s'est pas un peu fait avoir, mais dans ces accords, ça prévoit qu'il y a une double homologation pour les véhicules, donc les voitures, donc ça facilite l'accès aux États-Unis pour les constructeurs européens, tant mieux, ils en ont besoin peut-être parce que c'est un peu dur en ce moment, et ça facilite aussi l'accès des véhicules américains
en Europe. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Par exemple, Mercedes qui produit une voiture avec un type d'airbag X peut l'exporter plus facilement aux États-Unis où il y avait des normes un peu différentes. Mais à l'inverse, en Europe où on était plutôt réticent à importer les gros véhicules qui sont parfois plus hauts que la taille d'un enfant, par exemple les gros Hummer ou des gros Ford, j'ai plus le nom en tête, qui dépassent 1,20 m de hauteur. Forcément, ça pose des problèmes de questions de sécurité. Si vous avez une collision en Europe, on essaye d'éviter que ça touche les organes vitaux ou même la tête. Et bien là, avec ces véhicules-là, on sera obligé de les accepter sans pouvoir leur imposer des nouvelles normes. Et on sait que la rue n'est pas toujours adaptée. Ils sont beaucoup plus larges que nos bornes de circulation. Et donc, il y a ce problème de sécurité humaine. Il y a le problème de rue aussi. On voit déjà beaucoup de nids de poules parfois sur les routes wallonnes. Mais là, justement, ces gros véhicules ne sont pas adaptés à nos routes, à nos ponts et ce genre de choses. Donc forcément, ça pose problème. Et il y a aussi un des véhicules qui est concerné, c'est le Cybertruck de Tesla. Vous voyez le Cybertruck un peu futuriste avec des angles très très pointu, et ben celui-ci était interdit en Europe, et ben potentiellement il pourrait débarquer alors qu'il est justement jugé trop dangereux en Europe. Et pour rappel, un des objectifs européens, c'est l'objectif 0 mort sur nos routes. Alors 0, c'est très difficile, mais là forcément avec ce deal, pas sûr qu'on y arrive. Donc là, l'Europe... Donc ce sera de nouveau la faute aux Américains s'il y a des nids de poules chez nous. Ça, c'est la morale. C'est ça. C'est quelque part la morale de cette histoire. Autre question, et elle est pour vous, professeur, ce soir. Elle concerne évidemment ce grand dossier santé dont on parle depuis plusieurs jours maintenant. Avez-vous plus d'infos sur les cas de bactéries steak à Ottignies? J'habite dans le coin et je me demande si je dois me protéger. C'est vrai qu'on a vu ces images de cette maison de repos avec des cas positifs confirmés. Alors tout ça est à prendre avec des pincettes. Ça veut dire quoi? Si j'habite Ottignies, je dois me balader avec un masque maintenant pour éviter ça? Il n'y a aucun souci. Le steak ne se transmet pas par l'air. Donc faut pas non plus aller dans la psychose. Mais par contre, si vous avez visité des résidents de la maison de repos, alors là, entre guillemets, faites attention. Lavez-vous les mains, lavez les poignets, lavez les toilettes. Et ne faites pas à manger ou éventuellement faites à manger juste pour vous-même, pour vous empoisonner vous-même. Mais donc l'idée, c'est que si vous habitez à côté, il n'y a pas de souci. Mais si vous allez voir ces gens-là, alors méfiez-vous. Empoisonne-toi toi-même, c'est déjà pas mal. C'est la morale de cette histoire-là encore. Et puis une troisième question qui nous emmène ce soir du côté des Auprelles. Et Auprelles où certains habitants ont entendu parler d'un nom de rue qu'on allait féminiser. En gros, c'était pas très clair, il y avait une prolongation qui n'était pas accessible. On va en profiter pour donner un nouveau nom de rue qui portera le nom d'une femme, pas n'importe quelle femme, Marianne Lavoisier, la femme du célèbre Lavoisier. Ça doit vous parler, professeur? Oui. Question qu'on se pose. Il est mort guillotiné. Est-ce que le bourgmestre peut décider tout seul de ça, sans l'accord de personne, ou il y a des règles, Carole, pardon? Je m'y perds, C'était Carole. Il y a des règles et effectivement, il ne peut absolument pas légalement choisir tout seul, de changer comme ça, comme bon lui semble, le nom d'une rue. Il doit passer par plusieurs étapes. Alors, certaines communes proposent une consultation citoyenne, donc ils envoient comme ça des toutes boîtes avec une proposition de différents noms de femmes qui ont marqué l'histoire, qui ont marqué la commune, la région, le pays. Et puis, ils récoltent le sondage et après, eh bien, ça passe au collège communal. Et puis, je m'y perds à la commission de toponymie, qui est un groupe de travail chargé d'étudier, de proposer et d'encadrer la dénomination des lieux au sein d'une commune, d'une région ou d'un pays. Donc, consultation citoyenne, commission de toponymie, et puis ça passe au collège communal. Et enfin, au conseil communal. Et puis après, on a encore fait simple en Belgique. Oui, c'est facile. Pour changer le nom d'une rue, c'est très simple. Dans un instant, c'est vous qui allez pouvoir poser toutes vos questions à Mathieu Léonard, le patron de la Fédération Horeca Bruxelles. Une rentrée pas comme les autres pour la Fédération après un été qu'on a cru compliqué pour nos restos. Il vient répondre à toutes nos questions spéciales rentrée dans un instant, et c'est dans 100% belge. Merci d'être là pour 100% belge, nouvelle émission, nouveau rendez-vous. Il vous est entièrement consacré à votre actualité et à l'actualité de ce pays qui se pose une question. Va-t-on avoir affaire au retour des militaires dans nos rues? C'est la proposition lancée par Georges-Louis Boucher, président du mouvement réformateur hier. On verra si vous êtes pour ou contre. Ce sera l'occasion d'une remise des diplômes dans un instant. Nous irons aussi du côté de Liège où, à propos d'insécurité, les commerçants se posent des tas de questions et veulent surtout des réponses. Nous serons en direct du conseil communal avec le bourgmestre qui nous attend peut-être dans un instant. Et puis c'est le grand patron de la Fédération Horeca Bruxelles qui vient nous voir ce soir. Il paraît que l'été des restos a été compliqué en France et peut-être en Belgique aussi. Alors quelles sont les revendications à l'heure de la rentrée? On lui posera toutes nos questions dans un instant. Mais avant ça, place à la remise des diplômes.
le jury est au complet pour la première remise des diplômes de la rentrée. D'abord, nous allons nous intéresser à Jean-Luc Ruck. C'est à lui que vous allez devoir attribuer une première note ce soir. Jean-Luc Ruck, notre ministre responsable notamment du climat et qui, figurez-vous, assistait à une conférence sur l'avenir du train, du transport ferroviaire, du côté de Zurich et du côté de Bâle. Le seul problème, c'est qu'il a pris l'avion pour y aller. Et ça a fait forcément un petit peu jaser. Carole, je m'arrête sur l'argument qu'il a utilisé pour justifier son trajet en train. Il nous dit, maintenant, prendre le train était trop contraignant pour le ministre, tant au niveau du prix que des horaires, et c'est pour ça que j'ai pris l'avion. Vous avez vérifié? Oui. Est-ce qu'effectivement, si je pars aujourd'hui de Bruxelles direction Zurich, c'est plus cher de prendre le train que l'avion ou pas? Eh bien non. Bon, j'ai pris l'exemple de demain. Vous partez demain matin, Thibaut. Ouais. J'espère que ça va pour vous. Vous partez demain à 7h du matin. Eh bien, un aller-retour en train en deuxième classe, c'est 305,89 € et vous reviendriez le 3. Comme ça, je vous ai fait une petite nuit sur place. Première classe, Vous me la comptez ou pas la nuit sur place? Non, ça change la vision. je ne l'ai pas compté. Pardon. J'ai compté qu'au niveau des transports, mais donc 305,89 € pour la deuxième classe. En train, en première classe, 453,70 centimes. Du côté de l'avion, ça donne quoi? On part demain aussi. 511,95 € en classe économique et business, c'est 1055,95 €. Bah oui, parce que je ne savais pas s'ils prenaient la classe économique ou le business. Donc je me suis permis de faire les deux. Mais donc, c'est quoi le constat? C'est qu'en fait, le train coûte moins cher que l'avion. La seule chose sur laquelle, effectivement, un voyage en train, ça dure 7 heures pour faire Bruxelles-Zurich, tandis que, en avion, ça prend 1h30, sans compter, évidemment, de se rendre jusqu'à l'aéroport, etc. Donc l'argument contraignant, d'accord. L'argument du prix, à revoir. Ça ne fonctionne pas. Monsieur le ministre, il aurait peut-être pas fallu nous raconter des carabistouilles sur ce coup-là. Une petite note sur 10, vite fait, Monsieur Bouchella, pour le ministre? Oui, moi j'ai envie de mettre en dessous de la suffisance, plutôt 4, mais c'est surtout parce que il a fait le clampin, il a fait un selfie dans l'avion. Ça, vraiment, c'est l'idée à ne pas faire. Je dis il devait le faire à l'extérieur ou aller dans une gare, mais pas dans l'avion, pour aller au truc de l'avion. Et pourtant, Dieu sait si vous n'aimez pas faire passer les élèves et les étudiants en seconde session. Ouais, mais là, c'est que vous n'avez vraiment pas le choix sur ce coup-là. Alors, deuxième visage auquel on va peut-être pouvoir attribuer une note ce soir, c'est celui de Michel Govart. C'est le chef de la zone, chef de corps de la zone Bruxelles XL. Il s'intéresse évidemment à la question de l'insécurité chez nous. Et voilà qu'il se confie notamment à nos confrères de l'Avenir à propos de l'insécurité en disant ça va être crack dedans pour la cocaïne et le crack justement. Mais par contre, pour le cannabis, lisez ce qu'il nous raconte. La consommation de cannabis n'est plus une priorité pour la zone de police Bruxelles, capitale XL. La vraie priorité, c'est la coke, le crack, tant au niveau des consommateurs que des commanditaires. Ça veut dire, Antonin, que si je m'allume un petit joint en pleine rue du côté d'XL, la police me laisse tranquille? Je pense pas qu'ils vont vous laisser tranquille, ça dépendra où évidemment, hein. Mais je vais quand même mettre mes lunettes de journaliste économique. C'est peut-être faute de moyens que la police doit justement prioriser ces dossiers, hein. On sait bien que les arguments sanitaires sont déjà quand même importants. La cocaïne, le crack, l'héroïne, ces choses-là sont des drogues dures. Là où le cannabis est une drogue qualifiée auparavant de douce, donc c'est peut-être moins grave entre guillemets. Donc peut-être que vous ne risquez rien si vous en allumez un petit joint. Bon, forcément, c'est pas bien. C'est pas le genre de la maison, hein, je préfère vous dire tout de suite. C'est pas bien, il y a des problèmes sanitaires, il faut quand même le rappeler, sur toutes les drogues. Mais forcément, avec les moyens qui sont les leurs, peut-être qu'ils doivent prioriser les dossiers. Donc c'est peut-être ça qu'il a voulu expliquer. Carole, je peux vous demander une petite cote sur 10 pour le commissaire? Est-ce qu'il fallait parler du cannabis en disant on sera plus cool sur le cannabis? 5. Oui, c'est vraiment la petite moyenne, ça. Ouais, hein. c'est vraiment, vous vouliez pas le buser, là où le professeur il a fait crack dedans tout à l'heure. Hein, on sent que vous aviez plus de scrupules. C'est ça la différence entre un enseignant professionnel et puis nous les autres, on a toujours envie de rajouter un petit point. Moi sur truc j'aurais mis 0, hein, parce qu'il avait quand même taclé Clara Inval en disant climato-sceptique et une semaine après. Bon, donc vous avez été généreux avec vos 4. Il m'a semblé d'avoir été généreux, oui. La prochaine fois, je me tournerai directement vers Antonin, ce sera vite réglé cette histoire. Le troisième visage au cœur de cette remise des diplômes, c'est celui de Georges-Louis Boucher. Georges-Louis Boucher qui, hier soir, sur le plateau d'RTL, a proposé qu'on remette les militaires en rue pour assurer la sécurité. Ça a évidemment suscité des tas d'articles aujourd'hui. Alors, juste avant d'avoir votre avis autour de la table, professeur, si les militaires demain sont dans nos rues, est-ce qu'ils pourront nous contrôler? Est-ce qu'ils pourront nous arrêter? Ou alors ils sont juste là pour la déco? Écoutez, en fait, en préparant cette affaire, j'ai découvert que les militaires n'ont aucun droit
de plus que n'importe qui. C'est-à-dire que s'ils ont envie de contrôler votre identité, voire de vous empêcher de vous mouvoir, ils doivent le faire soit en flagrant délit, mais ça, n'importe qui peut le faire, soit le faire en accompagnant les forces de police. Donc cette affaire, c'est en du fait... symbole, quoi. On marche sur la tête, c'est uniquement du symbole. Et par ailleurs, j'avais retrouvé un article des responsables militaires, les généraux, les hauts gradés, qui en fait n'étaient pas contents. Parce que quand vous mettez des militaires d'actifs dans les rues, en fait, vous faites qu'ils sont plus bons pour faire leur métier à eux, parce qu'ils ne sont pas formés pour faire le policier, ils sont formés pour faire leur métier de militaire, et après 6 mois, ils disent qu'ils doivent recommencer quasiment à zéro, ils doivent récupérer les militaires, ils doivent les reformer. Donc je pense que ce n'est pas l'idée du siècle. Maintenant, je peux comprendre que c'est une idée qui est jolie comme ça. Oui, qui rassure peut-être symboliquement la population. Alors on vous a demandé à chacune et à chacun d'entre vous une petite phrase pour résumer votre pensée là-dessus. Je démarre par vous, Antonin, en une phrase. C'est un coût inutile et voilà, c'est symbolique mais c'est inutile. Marketing coûteux et inutile. Voilà, vous rejoignez un petit peu le professeur tout là-dessus. À fait, c'est tout Petite phrase de votre part, Carole, pour résumer votre pensée sur les militaires. Rassurer, oui, mais c'est une solution pour moi à court terme. Il faut comprendre le problème, d'où il vient, et résoudre le problème. Parce qu'une fois qu'on enlèvera les militaires, si on repart à zéro, ça ne sert pas à grand-chose. Vous mettez un gros point d'interrogation à Voilà. côté du mot efficace. Oui. Carole, une phrase pour résumer votre pensée là-dessus. Eh bien, je rejoins la phrase un petit peu de Carole. C'est intéressant, ça va foutre un petit coup de pression dans des coins, dans des quartiers un petit peu sensibles, mais ça ne peut pas durer à long terme. C'est vraiment à courte échéance parce que effectivement, les militaires ne sont pas amenés, c'est pas leur métier d'être dans les rues et de faire la loi. Le mot temporaire, je crois que vous avez utilisé encore. Je ne suis même pas sûr que le professeur serait d'accord avec temporaire. Vous m'avez parlé, vous, de sapin sans les boules. J'ai rien compris. Oui, mais je disais, c'était le sapin sans les boules sans le sapin. Je ne sais plus exactement comment je voulais formuler. Pardon, c'est les boules sans le sapin. mais si vous voulez, c'est en fait une fausse bonne idée, parce que si vous voulez faire comme en France, il faut modifier la loi pour permettre aux militaires d'intervenir. Mais ce faisant, en fait, vous les empêchez de faire leur métier. Donc je pense que si cette idée-là est celle-là, il faut en fait renforcer les services de sécurité officiels, c'est-à-dire la police. Alors, j'ai les boules et le sapin pour vous ce soir. Les boules et le sapin, c'est Mathieu Léonard, le patron de la Fédération Horeca Bruxelles, qui vient nous voir ce soir après un été très compliqué pour le monde de l'Horeca, notamment du côté de la France, où les restaurateurs ont tiré la sonnette d'alarme. Et on voit bien qu'aujourd'hui, 25 restaurants ferment par jour, alors pour des raisons diverses et variées, je vous l'accorde, mais le problème, il est souvent lié à la même chose, augmentation des coûts. Et l'explosion du coût d'énergie en 2023, même si cette énergie est retombée. Règle mon siège en même temps, Mathieu, parce que c'est un peu de logistique. Vous allez prendre la place ce soir du présentateur, puisque vous allez être cuisiné, c'est le cas de le dire, par l'ensemble des chroniqueurs. Mais d'abord, je voudrais vous poser une petite question en introduction, Mathieu. On a le même constat en Belgique. Ça a été très compliqué cet été ? Je crois que les résultats sont mitigés. On n'a pas encore de chiffres officiels puisque nous sommes le 1er septembre. Donc en général, on a des chiffres 1 mois, voire 2 mois après, que ce soit pour l'hôtellerie, pour le milieu de la restauration ou le monde du café. Mais moi étant restaurateur, ayant plusieurs établissements, mais plutôt dans la ceinture qui entoure l'hypercentre ou la ville de Bruxelles, chez nous ça a été plutôt calme. Peut-être que c'est dû au pouvoir d'achat et que donc nos citoyens dans ce quartier-là de Bruxelles, du sud de Bruxelles, ont plus de moyens, donc ont plus de facilité à voyager. Je crois que dans l'hypercentre, ça a été mieux. Beaucoup de touristes, évidemment. J'entends de mes confrères qu'ils disent qu'en général, il y a du monde, mais que ça dépense moins et que donc le ticket moyen est moins intéressant, quoi. Alors, Thierry Marx parlait de 25 restos fermés chaque mois, je crois, en France. C'est les mêmes chiffres en Belgique, remis aux proportions, évidemment, de notre pays ? Je crois qu'on s'était croisés en studio, on avait parlé d'un sujet identique où pour 100 ouvertures Horeca à Bruxelles, il y a 130 fermetures. Donc la proportion est quand même solidement bien déséquilibrée. Donc oui, ça ferme plus que ça n'ouvre. Alors, on entendra évidemment beaucoup de gens dire, oui, de toute façon, il y a trop de restaurants. On entend des économistes, Étienne de Calata, il a dit en disant, c'est la densité la plus élevée en Europe, à Bruxelles et en Belgique, en termes de restaurants et de cafés par habitant. Oui, mais bon, on y trouve de tout. Et c'est ça qui fait notre richesse. Et donc, c'est une richesse culturelle aussi, je le rappelle. Ce n'est pas qu'une histoire de gros sous et d'économie et d'emploi. C'est aussi une richesse culturelle et on aimerait quand même bien pouvoir maintenir ça, cet ADN-là, parce que tout doucement, on commence à être envahi par un autre type de restauration. Alors,
cette fois et ce soir, c'est vous qui allez être sur le feu, sous le feu ou sur le feu, Mathieu. Avec les questions des chroniqueurs, on va lancer un chrono et pendant 4 minutes, vous allez être assaillis de questions. C'est parti. On peut démarrer avec vous, Fabrizio. Oui, ben moi j'avais une question. Est-ce qu'on peut encore ouvrir un vrai restaurant, dans le sens un petit restaurant de quartier, ou c'est uniquement des chaînes, par exemple, qui fonctionnent maintenant? Non, on peut encore en ouvrir et je pousse les gens à en ouvrir. Et justement, c'est pas une forme de combat, mais c'est en tout cas pour essayer de rééquilibrer l'offre. C'est de toute façon un sujet de défense de notre métier, mais c'est aussi pour les citoyens, pour qu'ils continuent à manger correctement. Donc oui, on peut encore ouvrir des petits restaurants si toutefois le riverain fort NIMBY en ce moment, donc not in my backyard, donc il ne veut pas qu'on s'installe à côté de chez lui, mais il serait ravi qu'on installe un nouveau restaurant dans une autre commune. Si le riverain change un petit peu de prisme et qu'il accepte qu'on puisse revenir s'installer dans ces quartiers, alors oui, on pourra de nouveau ouvrir des petits restos de quartier. Est-ce que la boîte noire a-t-elle changé quelque chose dans le monde de l'Horeca? Oui, clairement, et je crois que ça a éclairci les choses. C'est pas... Alors, je ne vais pas faire le lèche-botte, mais en l'occurrence, c'est une bonne chose parce que nous, on parle de plus en plus de concurrence déloyale. Ceux qui ne sont pas branchés, ce sont ceux qui ne déclarent donc pas leur chiffre d'affaires, qui, s'ils ont du personnel, ne déclarent donc pas leur personnel. On l'a vu à la sortie du Covid, ou en tout cas pendant le Covid, toute notre main-d'œuvre, la moitié de la main-d'œuvre qui a quitté notre secteur pour la simple et bonne raison que l'Horeca à cette époque-là ne jouait pas le jeu et que donc quand vous employez quelqu'un à mi-temps et qu'il s'est retrouvé à ce moment-là en pleine crise du Covid, il s'est retrouvé avec une allocation de chômage rabotée de moitié. Donc c'est un effort qu'il faut faire parce qu'en fait c'est un effort normal. On vit tous dans la même collectivité, on doit tous cotiser de la même manière. C'est juste qu'on aimerait bien que la pression fiscale soit limitée tant sur le travail que sur la consommation. Ne pensez-vous pas qu'on se dirige vers une restauration à 2 vitesses, le fast-food et le gastronomique? Ah si, complètement. Et donc on l'a dit tout à l'heure lors de la première question de Thibault, c'est vraiment ça qu'il faut limiter. On est envahi aujourd'hui. Si vous regardez l'hypercentre de Bruxelles, en particulier le boulevard Anspach, il n'y a pas de petites enseignes sympathiques et artisanales. C'est vraiment truffé de grandes chaînes. Alors chacun mange comme il veut et chacun choisit la qualité qu'il souhaite ingurgiter. Mais je trouve ça vraiment désolant parce qu'on a des talents en Belgique, on en a en particulier à Bruxelles. On est une ville cosmopolite, donc tous les types de cuisine sont quand même acceptés. Et donc c'est l'occasion pour nous de rappeler que il faut nous soutenir et que donc une fiscalité diminuée sur la consommation intramuros, c'est-à-dire dans les restaurants et dans les petits cafés, limiter la TVA comme on le fait pour justement toutes ces grandes chaînes de fast-food qui vendent à 6% de TVA, c'est complètement déséquilibré et ça s'appelle aussi de la concurrence déloyale. Est-ce que la hache de guerre est enterrée avec les brasseurs, ceux qui vendent la bière aux établissements Horeca? On sait qu'il y a eu un pas un peu avant l'été. Cet été, la hache de guerre a été enterrée définitivement? Alors, est-ce que c'est une hache de guerre? Non, c'est pas une hache de guerre, c'est un rééquilibrage. C'est juste que chacun doit faire son métier, doit pouvoir faire son métier en gagnant sa vie dignement. Vous avez plus de largesse? C'est-à-dire qu'à force d'être emprisonné dans des contrats de bail, des contrats d'approvisionnement exclusifs, il y a un moment, l'horecaïste, qu'il soit cafetier ou restaurateur, il n'arrive plus à respirer. Donc, on peut parler de hache de guerre si vous voulez, mais en l'occurrence, c'est toujours sur la table de la commission du Parlement bruxellois, et donc je veille en ce moment à pouvoir élaborer la meilleure des solutions et le meilleur des compromis pour que et les brasseurs et les horecaïstes puissent y trouver leur compte. Question bruxello-centrée, le piétonnier, bonne ou mauvaise idée pour les restaurants? Je sais que vous avez des idées là-dessus. Alors dans l'absolu, je trouve que c'est une excellente idée. Je trouve que c'est une excellente idée. La mobilité douce, les quartiers apaisés, moi je suis pour. Et quand les quartiers sont mixtes, donc pas paupérisés comme on les voit à l'heure actuelle dans le centre de Bruxelles, où il y a encore une population avec un certain pouvoir d'achat et qu'on ne se concentre pas que sur des touristes, parce que les établissements à touristes ne sont pas des établissements à bruxellois. Par contre, des établissements à bruxellois sont bien des établissements à touristes. Donc je pense que, mais bien sûr, donc je pense qu'ici, oui, non, c'est une bonne idée. Il fallait peut-être concevoir ça différemment. Et presque sur le gong, Mathieu, vous avez tenu les 4 minutes. On va rester encore quelques secondes ici ensemble. Je reviens sur un point de la conversation. C'est les fast-food. Question qui vous a été posée par Carole. On a l'impression aujourd'hui que c'est devenu l'ennemi numéro 1 du monde de l'Horeca. Ça va être eux ou vous à l'avenir? Il y en a un des deux? C'est une guerre presque fratricide?
C'est pas une guerre fratricide, vous savez. Pour prendre un exemple concret, on siège dans une commission paritaire qui règle les matières sociales dans notre secteur. Et dans cette commission paritaire, on a les fédérations Horeca, flamandes, wallonnes et bruxelloises que je représente, ainsi qu'un autre groupe, une autre organisation sectorielle qui s'appelle Comeos et qui sont très très puissants, eux. Alors on s'entend très bien avec Comeos, mais ils défendent leurs intérêts et ils avancent petit à petit en se rendant compte que les milliards produits par toutes ces chaînes de fast-food pèsent énormément et pèsent sur le politique parce que ça pèse sur l'économie et que ça pèse sur l'emploi. Ça vous fait peur, ce chiffre qu'on vient de voir passer, 250 fast-food qui ouvriraient à leurs portes dans les années à venir? Ouais, ça me fait peur. Moi, j'habite dans un petit quartier vraiment sympathique, populaire. Si demain je devais voir à 300 mètres, je ne vais pas citer l'enseigne, mais une des enseignes, et ça m'arrive d'en manger, attention, à côté de chez moi, franchement, ça ne m'intéresse pas. Je préfère qu'on garde l'artisanat et qu'on y apporte chacun notre touche un petit peu plus humaine et pas aseptisée comme ces grandes chaînes les apportent, quoi. Et vous trouverez toujours des alliés autour de cette table pour défendre le secteur de l'Horeca, c'est promis. Merci Mathieu de vous être prêté à l'exercice et d'avoir subi le feu des questions pour la première fois ce soir. Nous allons dans un instant retourner du côté de Liège, où vous le savez, ce soir, il se passe des choses. Nous sommes dans la rue de Liège et dans les rues du centre-ville, où effectivement les commerçants, et pas seulement les restaurateurs, les commerçants au sens large, s'inquiètent de l'insécurité. Il est temps d'aller retrouver notre envoyé spécial. Nous étions du côté de Liège il y a quelques instants avec une grande question. Que se passe-t-il pour les commerçants, ceux qui dénoncent l'insécurité là-bas sur place? Il est l'heure d'aller retrouver notre envoyé spécial. C'est Liam qui, depuis tout à l'heure, tente de réagir sur place, de voir comment ça se passe et surtout de récolter les messages des commerçants pour comprendre leurs revendications. Il était tout à l'heure dans les rues et voilà ce qu'il nous rapporte. Même si on peut comprendre le malheur dans le monde, il y a encore la mendicité, il y a les incivilités, si je peux me permettre, de certaines personnes. C'est des choses qui ne sont pas rassurantes. Lorsqu'on se promène en ville en tant que citadin, on a envie d'être tranquille, on a envie de vivre sa vie tranquillou. Et je pense que certains comportements ou certaines attitudes peuvent agresser. Même si on comprend le besoin de certains, ça reste d'être des choses qui ne sont pas agréables. Vous, votre commerce, il est directement impacté par ces incivilités en termes d'image, en termes de fréquentation peut-être aussi? Fréquentation, je dirais plus que autre chose. Nous, on est dans le passage Le Monnier. On a la chance dans le passage Le Monnier. C'est un lieu emblématique avec une belle histoire, on va dire, qui nous protège d'une certaine manière, mais ça baisse quand même le trafic dans la ville. Quand on dit une hausse d'incivilité, sur les 4 derniers mois, je pense, on doit être à la 9e, il y a quelques jours, et je crains fort de voir une 10e bientôt, puisqu'on vient d'assister à un repérage. Voilà, vous l'avez entendu, ces commerçants, ils s'inquiètent pour leurs affaires et ils ont donc décidé, via cette pétition, d'interpeller le monde politique. Le dossier est justement sur la table du conseil communal de ce soir. Et ça, on en parle un tout petit peu plus tard avec les politiques dans l'émission. Parce que c'est ça la mission de ce soir, c'est d'obtenir la réaction, peut-être même du bourgmestre de Liège en personne, Willy Demeyer, pour savoir ce qu'il compte faire pour les commerçants. Mais avant ça, place à la grande affaire. La grande affaire, elle nous ramène ce soir une nouvelle fois dans nos cours de récré, nos cours d'école où, vous le savez, depuis une semaine, et cette semaine semble déjà interminable, nos jeunes sont privés de téléphones portables. On sait qu'ils sont accros, et c'est ce que la DH d'ailleurs nous déclare en une ce soir. Les élèves privés de leur GSM, c'est un véritable fléau. Ça fait le titre numéro 1 de la presse francophone ce matin, qui s'interroge, faut-il envoyer les élèves en cure de désintox? C'est une vraie question. Une cure de désintox, non pas contre la drogue dont on a parlé il y a quelques instants, mais contre le téléphone portable, la montre connectée ou d'autres choses encore. J'aimerais vous livrer les propos d'une pédopsychiatre. Elle s'appelle Sophie Dechaine. Elle nous dit que la demande est énorme depuis le Covid. Avant, elle devait convaincre les parents que c'était un problème. Maintenant, c'est les parents qui viennent et c'est en augmentation évidemment depuis la rentrée. Certains en ont même fait, je ne vais pas dire un business parce qu'ils proposent ça gratuitement, mais Olivier Olbrecht, par exemple, propose un régime écran, 28 jours, montre en main, pour réussir à vous déconnecter. Je démarre par vous, Antonin. C'est une bonne idée, cette cure de désintox. Il faut envoyer tous les élèves quelques jours, je sais pas, dans un internat sans téléphone, totalement déconnecté, comme au Moyen-Âge. Alors, une cure de désintox telle quelle, je ne pense
pas que ce soit indispensable, mais en tout cas être très vigilant. Par exemple, moi j'ai un enfant de 3 ans, c'est écran interdit. On voit bien que ça a un impact sur l'attention des enfants et le développement cognitif. On le voyait déjà pour la télévision, mais les écrans qui s'immiscent dans la vie en permanence, déjà nous on est accro. Imaginez un enfant qui naît avec un écran, enfin faut limiter, ça c'est sûr. Je me tourne vers le professeur. Un service à rendre à nos enfants. Qui est dans son amphithéâtre. Alors certes, c'est pas une classe primaire, c'est pas une classe secondaire, mais c'est un amphithéâtre quand même, avec des étudiants un peu plus âgés, voire majeurs. C'est un vrai problème pour vous. Il faut les envoyer aux cures de désintox? Non, je dis ça fait partie de la vie. Je dis à mon avis, je suis autant intoxiqué que mes propres étudiants. Et donc voilà, il faut gérer avec ça. Et soit à un moment donné, on décide au niveau des pouvoirs publics de prendre des mesures par rapport à ceux qui proposent ce type de contenu, soit à un moment donné, il faut accepter que ça fasse partie de la vie, à mon avis. Et il nous dit ça parce que sinon, il est obligé de fermer son compte Instagram. C'est exactement ça. Il n'y a pas que toi. Et vu les millions d'abonnés qu'il a aujourd'hui, c'est plus possible, professeur, de faire demi-tour dans un instant. On verra avec Carole, qui connaît bien le monde de la santé, combien de temps on met pour se désintoxiquer. Mais d'abord, votre avis. Vous êtes la plus jeune autour de la table, Carole. Vous êtes peut-être née, vous, déjà avec un téléphone en main. Oui. Et on doit se désintoxiquer, on doit aller en cure. En cure, je ne sais pas. Je pense que c'est intéressant aussi d'éduquer, comme le disait Antonin. Je pense que c'est important d'éduquer nos jeunes et de les faire se rendre compte que c'est bien aussi de sortir, que c'est bien d'avoir un lien avec son ami en enlevant l'écran, parce qu'en plus, ça, c'est du repos mental, ça fait du bien, etc. Mais je pense que si vous faites cette cure, parce que peut-être vous nous regardez, vous l'avez peut-être déjà fait, je pense que c'est bien, mais attention aussi au retour et à la réalité, parce que faire une cure de 3 jours et puis se reprendre le téléphone et tout ce qui se passe, c'est un petit peu compliqué. Et puis je pense aussi que ça ne doit pas être une punition, ça doit être un apprentissage. Et quand il retourne à la maison, n'oubliez pas que la maison, c'est l'exemple. Et donc, pour moi, quand on revient à la maison, si vous êtes tous hyper connectés alors que vous venez de mettre votre enfant en cure, ça ne peut pas fonctionner. Pour moi, il faut que la maison, ce soit aussi l'espace du changement et que s'il va en cure, eh bien, il doit revenir et il doit aussi, avec ses parents, travailler pour que ça aille mieux. Vous avez vu, on mélange tous les cures et les cours, tellement les deux sont imbriqués ce soir. Je me tourne vers notre spécialiste santé autour de la table. Carole a parlé il y a quelques instants de 3 jours de désintox. En vrai, il faudrait combien de temps pour se désintoxiquer totalement? Eh bien, je n'ai pas la réponse, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça dépend de l'âge, du contexte socioculturel, mais également de l'éducation des parents. On en revient toujours à cela, à l'éducation des parents. Si vous êtes partis en vacances certainement cet été, combien d'enfants n'avez-vous pas vu à table au restaurant, que je ne citerai pas, dans des grosses infrastructures, en train de manger leur repas, leur petit déjeuner, avec le smartphone devant eux, en regardant des séries, peu importe. Là, c'est les parents qui doivent prendre en charge leur enfant, qui doivent, comme Carole l'a dit, leur apprendre, leur expliquer. Ça ne sert à rien d'interdire. Dans la société, il y a beaucoup d'interdictions. Ça ne sert à rien. Si on explique à l'enfant, si on fait ça progressivement, en fait, c'est comme un régime. Mais donc, il n'y a pas de délai, Carole. Quand on dit 28 jours pour être totalement désintoxiqué, pas sûr que ça fonctionne. Mais non, il y a des coachs qui vous diront que pour changer une habitude, il faut le temps d'une lune. Moi, je vous dirais que oui, il y a des coachs ici qui font une désintox pendant 4 semaines. La première semaine, on réduit, on objective, on met un cadre. La deuxième semaine, on réduit le temps d'écran de moitié. La troisième semaine, c'est vraiment comme un régime. On fait une semaine sans écran. Et puis la 4e semaine, on stabilise. Oui, ok, mais est-ce que c'est possible à long terme? Je pense pas. C'est comme les régimes. Si vous avez fait des régimes qui ne marchent pas, vous vous dites peut-être que la cure de désintox ne marchera pas non plus. En attendant, on cherche une cure de désintox contre l'insécurité du côté de Liège. On vous en parle depuis tout à l'heure. Alors Liam, vous aviez la mission quelque part de trouver des responsables politiques et peut-être même le bourgmestre pour avoir une réponse à la question des commerçants. Comment faire pour avoir moins d'insécurité dans les rues? Est-ce que vous avez trouvé une réponse? Oui, j'ai eu Willy Demeyer il y a quelques minutes juste avant le début du conseil communal. Et je vous propose de l'écouter directement. Vous allez le voir, Willy Demeyer nuance la situation, mais annonce tout de même de nouvelles mesures pour lutter contre le narcotrafic ici à Liège. Pour l'instant, nous avons un problème lié à la précarité, à la mendicité et surtout au trafic de drogue. Je précise que pour l'instant, le problème n'a pas la gravité de ce qu'on peut avoir à Anvers ou à Bruxelles, mais il faut être très vigilant, ce que nous sommes. J'ai donc demandé à plusieurs reprises au chef de corps, M. de Melaine, de redéployer la police pour assurer une présence. La mission de Liam, c'était de trouver le bourgmestre. Je ne sais pas si la réponse est satisfaisante ou pas, mais j'estime qu'on peut lui Bravo, Liam. avoir les premiers applaudissements de la saison.
mission accomplie. Nouvelle mission dans quelques instants, c'est de faire passer un professeur pas comme les autres sur le grill. Enfin, le grill, de le faire venir dans le consulat. Cet homme s'appelle Pierre de Breuer. Vous l'avez vu, et surtout, lui a connu des tas de stars. Il a été le professeur d'Elena, notre chouchoute nationale, ancienne candidate de la Star Academy. Il a été aussi le professeur de Pierre Garnier, l'idole de toute une génération. C'était lui, leur coach de théâtre. Et puis, il a évidemment fait les beaux jours de la Star Academy pendant 2 saisons, avec des exercices dont lui seul avait le secret, souvenez-vous. Donc, en gros, le brame du cerf, ça donne un truc dans ce style, ça donne... Et vous pouvez essayer de le faire le plus long possible. Attention. 3, 2, 1. Ok. Vous tenez hyper longtemps, quelle respiration. Bonsoir Pierre de Breuer. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. On parlait de régime il y a quelques instants, mais vous avez fondu. Oui, grâce, je peux dire le nom? Oui. C'est grâce à David Corté de Cross Training Factory. Et j'ai perdu 25 kilos en 4 mois et je fais du sport et je vais me transformer parce que là c'est encore tout maigrichon. Mais je vais... Et l'accent anglais était presque parfait aussi, c'est merveilleux. Ouais, bien sûr. Je vous propose un petit exercice de course à pied avec le professeur Buccella, qui est une vraie gazelle sur les 20 km. Ça, je peux vous dire, si vous arrivez à le suivre, ça, c'est le baptême total. Combien? Par contre, mes muscles ici sont pour... C'est l'âge. La visite médicale, ce sera pour tout à l'heure. Parce qu'en attendant, nous sommes là pour parler de vous, Pierre. Et j'aimerais d'abord vous confronter à une première image. Cette image, vous allez la découvrir, c'est celle de la ville de Saint-Cloud. Saint-Cloud, c'est là où vous êtes né. Ce qui me pousse à vous poser cette première question, vous vous faites passer pour un Belge, mais en fait vous êtes un infiltré français. Oui, au départ, je suis français au départ, mais je suis devenu belge de cœur et ça fait 15 ans que je suis en Belgique. Allez, il y a prescription. Mais c'est vrai que je le cachais plutôt parce que je sais que les Français sont pas très appréciés. Mais je me dis que je me suis quand même bien intégré parce que je fais quand même des castings pour faire le belge, vraiment et même quand je faisais des pubs, les Français me disaient non, il faudrait que tu enlèves l'accent belge. Donc j'avoue que ça me flattait tellement, ça me faisait tellement plaisir. Très clair, puisque nous sommes dans le consulat et nous sommes là pour vérifier votre degré de belgitude. Si je vous montre une image au hasard, France-Belgique ou de Belgique-France, vous supportez quelle équipe? Dites-le-nous les yeux dans les yeux. Avec vous, 2018, j'ai vraiment supporté la Belgique, mais j'étais tellement déçu qu'on ait perdu. Le France-Brésil et le France-Japon 3-2 et 2-1, je m'en souviendrai toute ma vie. Et j'ai pas vu la finale, je l'ai pas vu. Enfin, en vrai, je donnais un stage au cours Florent, mais je ne l'ai pas vu, je ne pouvais pas l'avoir. Non, là, j'étais vraiment pour la Belgique. Là, vous êtes donc autorisé à rester dans cette émission. Merci d'avoir été honnête. Ce qui me pousse à vous montrer une deuxième image, une image évidemment qui va vous rappeler des souvenirs. C'est celle de vous, Pierre, à la Star Academy. On est toujours étonné de vous revoir là. Pourquoi? Parce que je sais que vous êtes un grand timide et que quand vous avez démarré l'impro, il paraît que vous avez mis 6 mois avant d'accepter de monter sur scène. Ah oui, vous avez vu des vidéos? C'est vrai ça ou pas? Ouais, je le dis tout le temps en cours. J'ai mis 6 mois avant de me lever de mon banc. Je restais devant la porte d'entrée, genre un quart d'heure à me dire non, je vais pas y aller, non, j'y vais pas. Et tout le monde était obligé de faire Pierre, allez, vas-y, Pierrot, vas-y. Ils étaient obligés de m'encourager et c'est de sa mère un exercice où il fallait dire une phrase plusieurs fois. Et là, j'ai eu le déclic, j'ai fait un fantôme, je sais plus, et puis c'était parti. Après. Et cet homme-là a accepté de faire des primes devant 5-6 millions de téléspectateurs? Ouais, c'est vraiment... Mais on peut pas refuser une opportunité comme ça là, mais pour moi, c'était une épreuve de réussir à m'exprimer. Là, vous le voyez que je suis long dans mes réponses, mais de pouvoir m'exprimer en 15 secondes, j'étais incapable. Donc j'essayais de parler vite, le moins possible. Je me faisais le plus petit possible comme ça. Et dès que Nico se disait « Nico, ça va pas poser cette question ?» Ah, yes. Avec presque un soulagement, c'est ça qui est incroyable. On voit que vous avez dû vaincre quelque part une forme de timidité. Ouais. Est-ce que c'est ça qui vous pousse aujourd'hui à proposer peut-être pas une thérapie, mais des cours d'impro dans votre région? On est du côté du Reux notamment, on est du côté des Caucines. Oui. Vous venez de lancer votre propre société, de vous lancer en tant qu'indépendant. Aujourd'hui. Et ces cours, vous les offrez à, je vais pas dire monsieur et madame tout le monde, mais presque, on peut tous y aller. Oui, les enfants, ados, adultes, tout âge. La plus vieille dame que j'ai eue, c'est 84 ans. Ah oui? Et elle marchait en traînant des pieds, mais elle était extraordinaire. Et elle marchait comme... Ouais. Mais c'est quoi? C'est thérapeutique? C'est comme pour vous? Ouais, ça fait du bien la scène, mais tous les comédiens vous le diront, hein, c'est thérapeutique, les stand-uppers, c'est une forme de thérapie. C'est vrai que
Ça fait du bien. Ça fait pas des miracles non plus. Il faut, moi j'ai mis 6 mois, mais il faut quand même s'accrocher un peu. Donc si au bout de 6 mois ça n'a pas marché chez vous, on arrête. On doit changer de prof. En tout cas, j'oblige jamais les gens à aller sur scène. Moi, je me dis toujours, je mets les conditions pour donner envie d'aller sur scène, mais jamais j'oblige les gens à aller sur scène. Ça peut les rassurer. Je fais jouer en groupe parce que quand t'es tout seul, ça fait trop flipper. Et donc du coup, et je suis hyper bienveillant. Je trouve ça toujours super. Je vais toujours trouver des trucs positifs et je vais jamais te parler du négatif pendant au moins quelques semaines. Au moins. Je peux vous poser la question qui fâche, Pierre. Certains vont dire, le professeur de la Starac qui commence à donner des cours à Lheureux, à Écosine, c'est alimentaire. Est-ce que c'est alimentaire ou c'est vraiment la passion? Je dis ça parce qu'en matière d'alimentaire, on a peut-être retrouvé des trucs. Dites-nous si c'était vraiment pour remplir le frigo ou si c'était par passion. Par exemple, on vous a croisé dans le Pizza Hut. Vous recevez à présent de délicieux petits pains à l'ail, une pizza et une boisson fraîche à volonté pour 7 € seulement. À ce prix-là, l'addition est pour moi. Messieurs, est-ce que vous avez un petit ticket? Ça, c'est pour moi. Et oui, avec plaisir. Voilà, c'est fait. J'ai tout payé. Il y avait la pizza, mais pas seulement la pizza. On vous a découvert aussi, et il y a un paquet de vidéos sur le sujet, dans les allées du Lidl. J'étais monsieur Lidl pendant 1 an. Madame, vous savez que chez Lidl, on peut remplir son caddie pour moins de 60 €? Madame veut du poulet? Mais... Du blanc de poulet ou un poulet entier? Vous avez des enfants? Oui, 2, mais... Ok, ça c'est réglé. Tout ça, Pierre, c'était alimentaire ou c'était votre passion aussi? Mais moi, j'ai adoré faire toutes ces expériences. Je m'en cacherai jamais, c'est sur ma chaîne YouTube. Moi, j'ai adoré faire ça. Mais vraiment, j'ai même fait de la figuration, j'ai fait des... Oh là là, j'ai fait des trucs, vous pouvez... je sais pas, j'ai fait de la régie pendant 1 semaine, pas payé, où j'ai dormi 18 heures en 1 semaine. J'ai fait tellement de choses. Ah non, je m'en cacherai jamais. Non, vraiment, jamais. Et de la même façon, les cours aujourd'hui, c'est tout aussi passionné les cours, que ça ne l'a été par le passé. Moi, je pourrais me passer ma vie à faire ça. En fait, je suis juste revenu à ma vie d'avant, sauf que maintenant, je suis indépendant. Et moi, c'est vraiment une première pour moi, j'avoue. Mais sinon, j'aime trop faire ça. Moi, je suis revenu à ma vie d'avant. Mais même pendant la Starac, je continuais à donner des cours. Il y avait une énergie et une électricité assez incroyable parce que les élèves me voyaient à la télé et du coup, m'avaient en cours après. Il y avait plus de dédicaces et de selfies que de cours. J'avoue, après l'émission, je passais autant de temps en cours que de faire des selfies et on parlait de la Starac, mais là ça s'est un peu plus calmé, donc c'est bon. J'ai encore une photo à vous montrer, toujours en parlant de la Starac. C'est celle d'une famille. Cette famille, c'est celle des professeurs. Je crois que vous êtes restés très copains, notamment avec Michael Goldman. Et en parlant de famille, j'aimerais vous montrer quelqu'un. À vous de nous dire qui c'est juste après ça. Non mais tu sais pas toi, ça fait 12 mois que je sens son odeur. Il aurait besoin d'une douche tous les quarts d'heure. J'ai infiltré son ordinateur, mon mec préfère sa Switch à moi, ouais. Vite, donne-moi tes ongles en acrylique, que je la raye sa Switch, que je la saigne sa Switch. Pouvez nous dire qui c'est, Pierre? C'est ma petite sœur, mais en fait on est tous dans le métier nous. Alors ça peut être long. Vous me dites, vous couperez s'il faut, mais en gros. En direct, ça va être compliqué. Mais en gros, ma petite sœur, elle est chroniqueuse à France Inter. Elle a un spectacle d'1 heure. Elle va faire genre le Zénith de Nantes. Elle va faire d'autres festivals. Je sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais très connu. Ça va devenir notre star de la famille. Et puis mon grand frère, mon petit frère, il a fait le Conservatoire national d'art dramatique. Il a fait des pièces à succès qui ont eu des succès dingues. Il est dans le cinéma à fond. Il a joué dans plein de films. Et mon grand frère, il est chanteur d'opéra, il a fait le Conservatoire national dramatique supérieur. Et il a joué pour Olivier Py. Ma grande sœur, elle était assistante. Donc c'est génétique, quoi. Il y a un talent qui se balade dans la famille. On est comme les familles de sportifs, on s'est entraînés les uns les autres, c'est sûr. C'est sûr, je pense que c'est dû à ça. J'ai une proposition à vous faire. Et si un jour la famille réunie remplissait cette salle-là? Je voudrais vous montrer une salle qui vous tient particulièrement à cœur parce que vous l'avez découverte avec vos élèves. C'est Forêt Nationale, cette salle dont vous rêvez. C'est pas impossible de la faire un jour parce que vous allez arriver avec votre spectacle bientôt. Oui, je rêve de plein de salles, mais en gros, Forêt Nationale, Cirque Royal, Olympia, plein de salles. Mais pour vous dire à quel point j'étais bénévole à la Ligue, plein de fois, et je m'installais dans toutes les pièces, tous les sièges pour voir d'où on voit, de où. Je la connais vraiment par cœur, je suis allé dans les coulisses de toutes ces scènes. Et vraiment, Forêt Nationale, elle est incroyable. J'avoue, pendant la Starac, c'était fou. Mais oui, pardon, mon seul en scène, c'était... vous êtes là quand même pour faire votre promo. Oui, pardon. Il y a un seul en scène qui arrive. Mais c'est un peu récent, mais en gros, pour faire le récap, il y a 4 ans, j'ai rencontré un monsieur grâce à un ami qui s'appelle Papy. Papy, c'est une fée du métier. Il a mis en scène des gens ultra connus, genre Monsieur Fraise, genre Bonaïmin, paix à son âme, Issa. Mais genre, il a une vingtaine d'artistes. C'est vraiment quelqu'un qui va te donner confiance et qui va lire en toi.
Et il est hyper enthousiaste, il est trop bien. Et donc, du coup, j'ai mis 4 ans avant de dire oui. Et il y a 1 an, j'ai dit, allez, vas-y, je me lance, on y va. Et donc, on a commencé à écrire. Et tout ce que je peux vous dire sur le spectacle, c'est que je vais jouer ça dans un petit théâtre que j'adore qui s'appelle Le Petit Chaperon Rouge, où j'ai joué pendant des années. Et j'ai joué 3 dates, le 5, 6, 7 juin 2026. Et en gros... mon point de départ, c'est il y a un film que personne n'a vu. Est-ce que vous avez vu It's a Wonderful Life de Frank Capra? Attention. Non, personne l'a vu. Personne ne voit ce film. Et en fait, c'est un voisin qui m'a dit, va voir, regarde ce film. Et c'est un film qui m'a tellement ému. J'ai eu jamais autant de frissons de ma vie pendant ce film. Et donc, on part de ce film-là. Et en gros, je vais raconter des anecdotes personnelles et on va partir de cette trame de ce Vous avez évoqué Le Petit Chaperon Rouge, dans lequel vous allez jouer. Ce spectacle, ce sera au mois de juin 2026. On a encore un peu le temps pour le préparer. Au Petit Chaperon Rouge, derrière ce théâtre, il y a un homme que vous connaissez bien et qui avait une question pour vous ce soir. Ah ouais. Salut Pierre, j'espère que tu vas bien. C'est un secret pour personne. Si j'ai eu la chance d'être prof de théâtre à la Star Academy, c'est un peu grâce à toi, puisque tu as soufflé mon nom à la production de l'émission. Il y a une question que je t'ai jamais posée à ce sujet-là. Comment pourrais-je te remercier? Cette question, comment pourrais-je te remercier? C'est Hugues Hamelin qu'évidemment il n'a pas à me remercier en fait. Moi, j'ai pas fait grand-chose. J'ai donné 7 noms. Et du coup, ils ont pioché. Mais lui, il avait tout pour faire cette émission. Il est fan de chansons françaises. Il a fait un spectacle sur ça. Il est fan de l'émission. Il venait tout le temps. Je l'avais invité au Prime. Il était venu à la Forêt Nationale. Il sait super bien parler. C'est quand même un homme de médias dont c'est le métier depuis des années. Enfin, il y avait vraiment toutes les cases qui cochaient. Et ça m'a pas étonné qu'il l'ait choisi lui. Et il était parfait pour ce rôle-là. C'était même peut-être sans moi, il aurait pu la faire. J'en sais rien, moi. Et c'est excessivement généreux de votre part parce que je sais que c'était une expérience que vous avez, vous aussi, à titre personnel, adoré. On viendra suivre vos cours d'impro du côté de l'Heureux, du côté des Cossines. On peut d'ailleurs retrouver toutes les infos où, Pierre? Pas pour l'instant, il n'y a pas encore de site internet, mais sur Insta. Vous viendrez nous voir. Ça s'appelle Confetti Impro. Et c'est la preuve que vous êtes vraiment belge, puisque vous êtes un peu désorganisé. D'ailleurs, regardons votre pourcentage de belgitude à l'issue de cette interview. 93% de belgitude. C'est pas mal pour un Français. Merci Pierre de passer nous voir. On vous dit évidemment à très bientôt sur scène, à la Ligue d'Impro ou ailleurs. Et dans un instant, on revient ici avec l'info de dernière minute, celle qui vient de tomber et dont on va parler, c'est dans 100% belge. L'info de dernière minute, c'est aussi ici que ça se passe dans 100% belge. On aurait pu vous parler dans cette info de dernière minute de Wouter van den Noot, le président du Sporting Club d'Anderlecht, qui ne sera peut-être plus président dans quelques jours puisqu'il remet son mandat en jeu. Ce sera vendredi devant le conseil d'administration. On aurait pu vous parler aussi d'Ivan Verhoekstraat, vous savez, le fameux facilitateur qui doit nous aider à former un gouvernement bruxellois. Il a proposé une solution, oui, mais le MR et le PS doivent renoncer chacun à un secrétaire d'État. Pas sûr que ce soit gagné, mais on va revenir sur cette info qui vient de tomber. Catherine Moreau, la bourgmestre de Molenbeek, qui va prolonger son absence de 2 mois, absence pour des raisons de santé. C'est depuis le mois de février qu'elle a quelque part cédé le relais. Alors l'idée, Antonin, n'est absolument pas de remettre en question ce certificat ou quoi que ce soit. On n'est personne pour juger et certainement pas de la santé des gens. On veut juste savoir une question que tous les Belges se posent ce soir. Qui la paye? Est-ce que c'est encore le contribuable ou alors elle est passée sous la mutuelle, un peu comme n'importe qui? Eh bien, ce sera toujours un petit peu le contribuable. Mais là... depuis 2022, les salaires étaient payés pour les bourgmestres après 3 mois de maladie. Ouais. Et bien depuis 2022, ce n'est plus le cas. Le bourgmestre, après 3 mois d'invalidité, son salaire est payé donc par la mutuelle, la sécurité sociale. Donc voilà, après ça dépend aussi du montant du salaire des bourgmestres. Les salaires de bourgmestre à Bruxelles peuvent varier entre 7 000 et 15 000 euros par mois, par exemple pour Monsieur Claus. C'est en fonction de la taille de la commune. C'est en fonction de la taille de la commune, exactement. Alors il y a une question qui se pose et qui doit un petit peu embêter l'Échevin qui remplace Catherine Moreau, parce que lui, est-ce que cette personne a droit au salaire de Catherine Moreau ou ce salaire d'Échevin? Quelle est la réponse? À mon avis, au salaire d'Échevin. Je dis ça parce que je suis un peu radin et que je veux faire des économies, moi. Voilà, Ahmed Gdanaj qui remplace Catherine Moreau aura que son salaire d'Échevin, voilà. Alors, évidemment, tout ça, professeur, et on n'est pas là pour faire un débat politique, hein, c'est pas de notre sort, mais ça intervient dans un contexte où il y a eu des dizaines de fusillades cet été du côté de Molenbeek, et évidemment, ne pas avoir de bourgmestre, forcément, ça la fout mal, comme on dit parfois. Oui, ça la fout mal, mais ça la fout aussi mal de ne pas avoir le gouvernement à Bruxelles. Enfin, pour moi, honnêtement,
les bras m'en tombent quand je vais en France et que je leur explique qu'on a voté depuis 15 mois et qu'on n'a toujours pas de gouvernement. Ils ne me croient pas. Ils se demandent si on est au pays des fous, quoi. Donc vous êtes plus choqué finalement par le fait qu'un an et demi après les élections, elle n'est toujours pas de gouvernement, plutôt que par la bourgmestre qui, pour des raisons personnelles, a choisi de faire un pas de côté. Oui, disons que quand une personne est malade, et ici c'est manifestement une maladie qui n'est pas une maladie physique, moi j'ai énormément d'empathie pour quelle que soit la personne, ça peut nous arriver à tous et à toutes, et moi j'ai quelque part les tripes qui se nouent, parce que c'est vrai que c'est facile quand tout va bien d'être en forme, et puis si à un moment donné on trébuche, ça peut aller très vite. Alors je ne connais pas le dossier de Mme Moreau, vraiment pas du tout. Personne ne le connaît, c'est son dossier médical. Personne ne le connaît, mais je dirais que le gouvernement bruxellois, ils sont tous coupables, et ça vraiment, je trouve ça un scandale sans nom. Et après, taper sur une personne malade, je suis plus attentif. On parle un peu du gouvernement bruxellois à Liège, Carole, ou sincèrement, on s'en fout comme de l'an 40? Non, parce qu'on a déjà beaucoup de mal avec le gouvernement, liégeois. Ouais. Vous voyez, donc on va déjà rester... Chacun ses problèmes, quoi. Du côté de la principauté, on aime bien, on s'occupe de soi et puis le reste. Alors, on a vu tout à l'heure à Liège qu'effectivement, dans le centre-ville, on se posait 2-3 questions du côté des commerçants. Voilà pour l'info de dernière minute. Il est temps quand même de terminer avec l'info positive. Tous les jours, nous allons essayer de nous réconcilier avec notre pays. Et pour ça, vous savez quoi? On a décidé de faire appel à une intelligence artificielle. Elle s'appelle Anna. Anna, vous rejoignez l'équipe de 100% belge. Et ce soir, comme tous les soirs, on se permet de vous saluer d'abord, de vous dire bonjour et surtout de vous poser une question. Qu'est-ce que vous avez trouvé de bien dans notre pays aujourd'hui pour nous réconcilier avec la Belgique? Salut Thibaut, breaking news du côté des Diables Rouges. Le coach Rudy Garcia a décidé de secouer le cocotier avant les qualifs pour la Coupe du Monde. Et devine quoi? On a 3 petits nouveaux qui débarquent avec leurs crampons tout neufs. Charles Van Hout, le maestro du milieu. Lui, c'est le gars qui transforme un ballon banal en symphonie. Attention, ça pourrait swinger plus fort qu'un bal à binche. Joaquin Cesse, le mur du club Bruges. Sérieusement, les attaquants adverses vont avoir l'impression de se cogner contre le mur du ring de Bruxelles. Bonne chance les gars. Et enfin, Mike Penders, le gardien de 20 ans prêté par Chelsea à Strasbourg. Première sélection pour lui. Espérons juste qu'il ne tremble pas comme moi quand je me retrouve face à un penalty sur FIFA. Bref, ça sent le 109, l'énergie et qui sait, des buts qui feront vibrer tout le plat pays. Allez, vive les Diables! Elle est très très foot, Anna, hein, ça me surprend. Oui. Je vous avoue qu'on a eu quelques problèmes de réglage ces derniers jours. Elle me semble presque trop bien réglée. Là. Ah oui, c'est ça, oui, tout à fait. J'ai l'impression qu'elle est passée aussi par le bistouri ce week-end parce qu'elle n'était pas comme ça vendredi dernier quand on l'a essayé. Elle est pas mal, Anna, en effet, oui. Je ne sais pas si elle va nous mettre des complexes tout au long de l'année. Mais c'est ça, elle est flippante pour nous, quoi. Enfin voilà, alors Anna, ne bug pas. On va quand même essayer de remettre un peu d'humain dans tout ça. Elle a réussi à trouver une info positive. Qui dit mieux, vous aussi, vous avez trouvé une info positive? J'ai trouvé une info positive, c'est un nouveau vignoble qui est né à Marcinelle, qui a vu le jour sur 6,5 hectares plantés de chardonnay et de pinot noir. C'est le domaine du Bois du Prince. Moi, je trouve que c'est positif. Bon, évidemment, c'est dans un contexte favorable du réchauffement climatique et engouement pour le vin local, mais chez nous, on fait du vin. Vous savez que vous avez un spécialiste du vin à votre gauche. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas positif. Je ne sais pas s'il a goûté ou pas. Mais non, j'ai pas goûté parce qu'en fait, ça fait quelques années maintenant que je peux plus boire because des raisons de santé. Et en vérité, je vais vous avouer que je me suis jamais porté aussi bien que depuis quand j'ai arrêté de boire. Mais bon, voilà. Après, félicitations à ces gens. Ah oui, c'est sûr. Nous avons sur ce plateau l'un des meilleurs spécialistes au monde du vin, l'un des meilleurs œnologues, mais qui ne boit plus. Si vous trouvez ça dans un autre pays que la Belgique, je ne sais pas comment vous faites, Antonin. Si ça, c'est pas 100% belge, je démissionne. Ça, c'est 100%. Et même pas une bière sans alcool. Non, rien. De l'eau. Depuis qu'il fait les 20 km de Bruxelles, on l'a perdu. Hein. Une hygiène de vie, mais incroyable. Je vous propose qu'on se tourne une dernière fois vers Anna, parce qu'il y a un truc où elle est imbattable, c'est nous annoncer le programme du soir sur LN24. Qu'est-ce qui arrive dans quelques minutes, Anna? Alors Thibaut, voici le menu télé de ce soir sur LN24. 19h20, Échappée belle, Picardie. Prépare ton passeport. Ou juste ton canapé, ça marche aussi. 20h20, une femme d'honneur, du suspense, des enquêtes et probablement plus de rebondissements que ma vie amoureuse. 22h, Le Monde ou Rien, avec Jim Nedgeman et Nicolas Pipin qui vont sûrement nous faire voyager dans l'info mondiale comme jamais. Spoiler, ça va chauffer. Alors, télécommande en main, popcorn à portée et que le binge commence. Moi, je ne suis pas sûr de vouloir revenir demain parce qu'elle m'a mis un coup de cafard. Nous, on hésite, on balbutie de temps en temps. Elle est comme une machine. Professeur, je crois que je démissionne. Je vous remercie quand même d'avoir participé à cette première. Merci Thibaut. Merci Carole. Merci Antonin. Merci Carole. Merci professeur Bouchella. On se retrouve demain, même heure, même endroit, avec peut-être des membres de l'équipe en plus ou en moins. Et allez savoir si on sera encore là. Belle soirée et à demain. Salut.